bienvenue dans l'entretien de Gabon 24. Qu'il s'agisse de la capitale administrative, économique ou des 7 autres capitales des provinces du Gabon, les projets de desserte en eau ou en électricité reposent de toute évidence sur le constat, pour la grande majorité des cas, de besoins urgents à combler. Ce besoin fait suite à l'échec de nombreux projets, il faut pouvoir le dire, des projets de développement dont l'offre technique avait été soit mal dimensionnée, soit mal pensée, soit mal entretenue ou simplement détournée. Alors il est plus qu'urgent de repenser l'offre à travers des réformes courageuses afin qu'elle soit adaptée aux nécessités de terrain. C'est dit, cette équation, madame, monsieur, devant permettre à terme d'optimiser les ressources en présence, mais surtout d'éviter de réitérer les erreurs du passé et in fine, pourquoi pas, permettre à tous ceux qui vivent au Gabon d'être éclairés en buvant un simple verre d'eau. Permettez ce jeu de mots eau et électricité au-delà des réformes. À quand l'accès pour tous au Gabon? C'est la thématique de cet entretien qui reçoit Monsieur le ministre d'État en charge de l'énergie et des ressources hydrauliques, Alain-Claude Bilibinzé. Merci d'être avec nous. Je vous remercie, madame, pour votre invitation. Merci d'avoir accepté. Petit rappel, alors cette émission sera particulière à plus d'un titre. Nous allons être très pédagogues sur la question de l'eau et de l'électricité qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Si on commençait déjà par faire l'état des lieux, qu'est-ce qui existe au Gabon en termes d'eau, d'électricité? Nous avons l'avantage, madame, d'être un pays qui est assez bien arrosé en termes de cours d'eau, mais également en termes de capacité, de potentiel, de ressources souterraines. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des villes de notre pays, les capitales provinciales bien sûr, les chefs-lieux de département sont couverts en eau et en électricité. Même s'il est vrai, vous l'avez rappelé, qu'ils ne sont pas couverts au niveau où ça devrait l'être. Mais cela est lié à plusieurs facteurs. Il y a le facteur de l'explosion démographique, il y a la non-maîtrise de notre développement, notamment des villes avec des schémas directeurs adaptés aux évolutions actuelles, mais également l'obsolescence de certaines installations de production, de transport, de distribution, avec une compagnie nationale, la Société des Régies d'eau du Gabon, qui a connu elle-même un certain nombre de fortunes variables et diverses. Et donc ce bilan fait qu'aujourd'hui nous sommes engagés, sous l'impulsion du chef de l'État, à réaliser des travaux de rattrapage, mais également des travaux d'anticipation, pour qu'effectivement, comme vous l'avez indiqué, nous n'ayons plus à connaître les mêmes difficultés dans les 15, 20, 30 prochaines années. Et donc, nous avons aujourd'hui 3 chiffres clés. Nous avons une évolution de la demande de 4 à 5% chaque année en ce qui concerne l'électricité. Le deuxième chiffre clé qu'il faut intégrer, c'est que l'évolution du Grand Libreville est passée en 2 décennies de 500 000 habitants à quasiment 1 200 000 habitants aujourd'hui sur le Grand Libreville. C'est un chiffre important à retenir. Et le troisième, c'est l'évolution qu'il y a eu dans des villes comme Mwanda, qui a aujourd'hui 70 000 habitants. Ces chiffres font que ce qui a été dimensionné pour 500 000 habitants l'est demeuré aujourd'hui pour 1 million d'habitants. Et donc, naturellement, cela ne peut pas suivre. L'autre élément, ce sont les fuites importantes dans les canalisations qui font qu'aujourd'hui, nous perdons 50% de la production dans les fuites. Et donc, il a fallu faire un travail pour rattraper ces fuites et pouvoir effectivement injecter à nouveau dans le circuit l'eau qui est produite, notamment dans le Grand Libreville, du côté d'Ntoum. Et quand vous parlez de repenser la chose, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qui a été fait concrètement? Il y a eu en amont un certain nombre d'études qui ont révélé ces différents chiffres-là. Il a ensuite fallu emprunter de l'argent parce qu'on n'avait pas ces ressources en ressources propres. Il a donc fallu emprunter de l'argent auprès de la BAD d'une part, auprès de la Banque mondiale d'autre part, et à mobiliser des ressources budgétaires pour engager 3 grands projets. Il y a donc le PIEPAL, on y reviendra, il y a le PASMIR et il y a les projets prioritaires. Ces 3 projets sont en cours aujourd'hui et parviennent naturellement à satisfaire la demande, même si on n'est pas encore parvenu au terme des travaux engagés dans chacun des projets. En mai, le gouvernement gabonais, via votre ministère, et le défunt ministère des Travaux publics avait tenu une séance de travail avec des entreprises chargées du projet PIEPAL, justement. Objectif, faire le point sur les travaux en cours, mais aussi l'état des voiries après le passage des engins. Où en sommes-nous parlant spécifiquement de ce projet PIEPAL? Nous avons commencé, en ce qui concerne les tranchées qui ont été ouvertes, à les refermer au niveau de la cité de la Caisse, au niveau du quartier Razel à Ovendo, au niveau du quartier Glace dans Libreville. Nous avons commencé à refermer. Bien sûr qu'on referme en même temps qu'on ouvre.
il a fallu passer par des étapes administratives assez complexes avec la BAD et nos propres étapes administratives internes au gouvernement gabonais. Il a fallu donc attendre 3 à 4 mois pour certains avenants, 6 mois pour d'autres avenants, pour commencer aujourd'hui effectivement à refermer. Pour bien expliquer à vos téléspectateurs et à nos compatriotes, pour remplacer les canalisations, on a dû ouvrir des tranchées. Après, il faut installer de nouvelles canalisations. Il faut faire des tests de pression, c'est très technique. Il faut ensuite nettoyer les canalisations au chlore, et c'est la FCG qui le fait selon les normes de l'OMS. Et après, il faut faire des reprises de branchement, donc reconnecter les populations avant de refermer totalement, parce que nous évitons de pouvoir ouvrir, refermer et réouvrir. Et donc, ce travail est en train d'être finalisé, mais dans le même temps, les travaux sont en cours dans l'ensemble du Grand Libreville, depuis Ntoum jusqu'à Kanda, en passant par Ovendo et Libreville, Intramuros, où tous les quartiers sont atteints. Donc, progressivement, on va refermer les tranchées qui, aujourd'hui, naturellement, gênent la circulation, et nous en sommes vraiment désolés pour les usagers de la voie publique. Nous allons essayer de nous employer à le faire le plus rapidement possible pour refermer les tranchées et rouvrir à une circulation normale. Est-ce que vous avez vu les tranchées, les travaux effectués par les entreprises en charge de refermer ces tranchées? Est-ce que vous avez vu la qualité des matériaux qu'ils utilisent pour ces tranchées? C'est le laboratoire des travaux publics qui a indiqué quels matériaux utiliser, parce que tous les voies Libreville n'ont pas été faites de la même façon. Il y en a qui sont en pavé, il y en a qui sont en terre, il y en a qui sont en bitume. Et donc, le laboratoire des travaux publics nous a indiqué avec quels matériaux pouvoir remplacer. C'est ce qui a d'ailleurs pris un peu de temps, parce qu'il fallait effectivement qu'ils analysent pour indiquer les matériaux et ensuite faire des avenants au contrat, permettre effectivement de mobiliser ces ressources-là, ce qui aujourd'hui a été fait. Il y a à peine quelques jours, le ministre de l'Économie nous a répondu en donnant son avis non objection pour pouvoir maintenant commencer effectivement les travaux de fermeture des tranchées à l'identique. Mais entre-temps, nous avons anticipé, dès que le laboratoire de travaux publics nous a indiqué ses spécifications, nous avons anticipé avec certaines entreprises pour commencer à le fermer. Nous, on n'est pas compétents pour garantir cela. Il faut interpeller le gouvernement parce qu'on a l'impression que c'est de la terre qu'on a mise et une fois le passage des pluies, eh bien, il n'y a plus rien. Non, on recommence dans les crevasses. La terre, elle est mise de manière provisoire pour ne pas laisser un trou béant. Donc, on met la terre et après maintenant, une fois qu'on a obtenu l'avis non objection, on vient maintenant le colmater comme il se doit, comme si on construisait à neuf avec tous les matériaux qu'il faudrait. Mais pourquoi avoir attendu la saison des pluies? On connaît les saisons. S'il y a des études d'impact qui sont faites, il y a bien des experts qui peuvent dire à cette période, on ne peut pas, et à cette autre période, l'on peut se permettre certaines choses. Pourquoi attendre cette période particulière où on sait que les pluies sont vraiment abondantes? Nous n'avons pas attendu la saison des pluies pour faire les travaux. Pour refermer les tranchées. Pour refermer les tranchées, il a fallu faire des avenants au contrat. D'accord. Pour obtenir l'accord pour les avenants, il a fallu donc faire des demandes d'avis de non-objection déjà auprès de la BAD. Cela a pris 4 mois. Après, ça a pris 2 mois au niveau du gouvernement gabonais. Donc 6 mois. Vous voyez bien qu'on a passé la saison sèche rien qu'attendre les avis de non-objection. Voilà, c'est des difficultés administratives qu'on tente de résoudre pour essayer de rattraper le retard. D'accord. Monsieur le ministre d'État en charge de l'énergie et des ressources hydrauliques, merci d'être avec nous. En août dernier, c'est un rappel, le Gabon et la compagnie de développement des énergies renouvelables, vous la connaissez, la CODER, signaient une convention de concession pour l'aménagement et le développement des ouvrages hydroélectriques, d'accord, des chutes de l'Impératrice dans l'Angounier et de Fédeux dans le Wellentem. Une signature qui intervenait alors que le Gabon avait défini un programme de développement du secteur hydroélectrique devant répondre aux besoins en électricité du pays. Que dit le cahier de charge de cette convention de concession? Ce sont 2 conventions. L'une, effectivement, concernant les chutes de l'Impératrice à Fougamou, pour pouvoir produire à peu près 80 mégawatts pour injecter à la fois dans le sud du Gabon, mais également sur le Grand Libreville, à travers des lignes de transport à construire. L'autre sur le Wellentem, entre 36 et 54 mégawatts seront produits pour pouvoir là injecter dans le Wellentem, le Gouevindo et une partie ramenée également sur Libreville où il y a une grosse demande, une demande aussi bien des ménages que des industries. Pour la petite histoire, ces projets avaient déjà été lancés par le chef de l'État entre 2010 et 2012. Il y a eu des fortunes diverses qui ont interrompu les projets, on les a repris. Et donc, là-dessus, nous travaillons actuellement avec toutes les équipes pour accompagner la CODER afin de réaliser les travaux dans les délais fixés. Il s'agit des délais qui vont entre 36 mois
pour F2 dans le Wolunthem et à peu près 48 mois pour Impératrice. L'objectif pour nous est de pouvoir, en même temps que nous faisons ces projets, suivre également le lancement de Kingele Aval qui a commencé pas plus tard qu'il y a quelques jours. J'ai une séance de travail avec le DG du FGIS. Effectivement, les équipes sont sur le terrain. Lorsque ça sera bien avancé, on ira avec caméra, etc. parce qu'on ne souhaite plus faire des effets d'annonce. Donc, le cahier de charge ici consiste d'abord à travailler dans le respect des normes environnementales, à faire en sorte que la ASEG et la Société de patrimoine soient partie prenante pour regarder effectivement, puisque la ASEG va être celui qui va acheter, et la Société de patrimoine est l'organe qui représente l'État gabonais pour le moment dans tout ce qui est énergie et eau. Et nous ferons en sorte effectivement que les lignes de transport soient construites également dans le respect bien sûr du cahier de charge que vous avez rappelé. D'accord. La question, c'est pourquoi une autre concession, sachant que celle de la SEG a quand même montré ses limites? Pourquoi une nouvelle concession? Alors, nous avons libéralisé le secteur. Aujourd'hui, la SEG n'est plus le seul opérateur dans le domaine de la production. Dans la production aujourd'hui, nous avons la Société de patrimoine, nous avons un certain nombre d'entités qui ont été créées dans des partenariats entre le FGIS et d'autres acteurs en termes de sociétés de projet. C'est le cas de Orenco pour développer une usine à Ovendo, une centrale thermique à gaz à Ovendo. C'est le cas de Orelo pour développer l'usine Tumset. Et donc, toutes ces entités sont aujourd'hui des producteurs indépendants d'énergie ou d'eau. Donc, la SE n'est plus le seul opérateur. Et chaque opérateur a donc besoin d'avoir, avec l'État gabonais, une concession spécifique qui organise son rapport avec l'État contractuellement, au plan juridique, au plan économique, au plan technique. Tous ces éléments font partie de la convention de concession signée pour chaque opérateur. La convention de la SEG étant une autre chose. D'accord, c'est clair. Alors, le pays veut atteindre, et je trouve ça quand même, et vous allez peut-être nous expliquer comment on va y arriver, veut atteindre 100% de son mix énergie à l'horizon 2040 et passer à 100% d'énergie renouvelable avec 80% d'hydroélectricité à l'horizon 2030. Tout cela est réaliste? Tout cela est réaliste dans la mesure où non seulement les conventions qui ont été signées sont pour l'essentiel en partenariat public-privé, cela veut dire que ça ne requiert pas les ressources directes de l'État. Ça requiert en réalité que l'État accorde sa confiance à des opérateurs, mais derrière avec un contrôle. Lorsqu'on prend en compte tous les projets qui ont été négociés et signés sur l'ensemble du territoire national, nous devrions effectivement atteindre cet objectif en 2030 d'hydroélectricité. La situation aujourd'hui, c'est que nous avons encore beaucoup de villes du pays qui sont alimentées par des centrales thermiques qui fonctionnent au gazole. C'est le cas de Makokou, Mekambo, Lambaréné, Oyem, Bitam, Tchibanga. Toutes ces villes-là sont aujourd'hui alimentées à partir de centrales thermiques au gazole. Nous avons donc l'objectif de pouvoir les mettre, sinon sous réserve froide, sinon les éteindre totalement, en les remplaçant par des centrales hydroélectriques qui sont donc en train d'être construites. À côté des centrales hydroélectriques, nous avons également signé des conventions pour des mini-centrales solaires et des centrales solaires de plus grande capacité, notamment avec Solène, qui va produire dans la région de Libreville 120 MW sur les 5-6 prochaines années, partant de 30 MW avec des capacités de stockage. Nous avons aussi signé avec un opérateur turc, Desiba, qui va produire dans la région de Doudou, autour de entre Mouila et Fougamou, une centrale également de 15 MW pour permettre effectivement d'avoir un mix énergétique où on va progressivement abandonner la production sur le gazole, qui non seulement est très polluant, mais encore coûte plus cher. On en reparlera certainement lorsqu'on évoquera les négociations en cours. Et donc, ceci nous amène en réalité à un objectif qu'on peut atteindre à l'horizon 2040. Encore une fois, pour peu que les opérateurs à qui on a confié les concessions arrivent effectivement à réaliser les ouvrages pour lesquels les concessions ont été négociées et signées. Est-ce que toutes ces négociations tiennent compte de la réalité de terrain? C'est-à-dire, madame? La réalité des Gabonais qui n'ont ni eau, ni électricité. Mais c'est pour cela qu'on signe les conventions. Vous savez... 30 ans, 40 ans, monsieur le ministre d'État, c'est long. Aujourd'hui, on fait quoi? Aujourd'hui, on négocie et on signe, madame. D'accord. Les retards de 30 ans, on ne les rattrape pas en 2 jours. Nous sommes d'accord. Les retards de 30 ans... Mais on parle encore de 30 prochaines années, c'est assez long. Non, les 30 prochaines années, c'est les années d'anticipation. D'accord. Nous avons le temps de construction qui varie entre 3 ans et 4 ans, la construction. Et donc, pendant qu'on construit, on développe également des moyens de transport d'énergie pour que dans les 30 prochaines années, nous n'ayons plus les mêmes difficultés. Et donc, nous sommes dans l'anticipation sur les 30 prochaines années. Du reste, nous avons des capacités installées aujourd'hui, notamment dans le Haut-Ogooué avec le Grand Poubara,
où on a 160 mégawatts, on utilise à peu près la moitié. Nous aurions pu évacuer l'autre moitié si on avait construit les lignes de transport vers Libreville. C'est un enjeu. C'est exactement comme si vous aviez une compagnie aérienne sans aéroport. Donc, si les avions ne peuvent pas atterrir, ça ne vous sert strictement à rien. Et donc, nous avons aujourd'hui de la production, mais il manque parfois des lignes de transport. Et là où nous avons une consommation très importante comme le Grand Libreville, il manque encore quelques capacités de production. C'est pour cela qu'on a signé avec Orenco. C'est pour ça qu'on a signé avec le FGIS pour développer Kingele Aval, développer Ngoumenjim et Dibouangui dans le sud. D'accord, revenons à l'eau. Et puisqu'on va essayer d'alterner entre l'eau et l'électricité, vous êtes le responsable de ces départements, de ce département. À l'intérieur du pays, ce n'est pas un secret, hein. Les populations sont alimentées grâce aux jets d'eau, rivières et autres. Qu'est-ce qui est fait, sachant que cette eau est impropre à la consommation, par le gouvernement pour y remédier? Non, mais je crois qu'il ne faut pas caricaturer, madame. Non, je ne caricature pas, je vous dis ce qui est l'existant. À vous de nous dire ce qui est réel et qu'est-ce qui est fait pour améliorer l'existant. J'ai indiqué que dans les capitales provinciales, les chefs de département et même dans certains districts, nous disposons de capacités de production d'énergie et d'eau. Si on prend Mivoul, Boué, Mekambo, Tchibanga, Moabi, Mayumba, il y a des capacités qui ne sont plus suffisantes parce qu'il y a eu des évolutions démographiques, mais les capacités existent. Et donc, la part de personnes qui s'alimentent aujourd'hui en eau de rivière est marginale par rapport à la part de personnes qui ont accès à l'eau de la SEG ou à des forages qui sont développés par l'État gabonais. Cette part existe, et tant qu'il y aura un ou deux Gabonais qui n'auront pas accès à une eau potable, l'État a l'obligation d'apporter l'eau potable. Mais prenons des exemples qui existent, mais n'en faisons plus une généralité. On est d'accord. Bien. Et donc, ce que nous faisons, c'est que nous avons mis un programme pour accroître les capacités. J'ai parlé tantôt de 3 projets. Il y a le programme Piepal, on en a parlé, il y a le programme PASMIR et il y a les projets prioritaires. Si je prends les projets prioritaires, un certain nombre d'extensions de réseaux ont été réalisées dans les villes du pays. Makokou, Menkambo, Ovan. Sur ces projets prioritaires, c'est déjà en service. En électricité comme en eau, c'est déjà en service. Sur le programme PASMIR, dans des zones comme Mandji, où on a terminé les travaux, dans des zones comme Igoumié, on a terminé également, dans des zones comme Malibé 1, Malibé 2, ou comme Bambouchine, on a quasiment terminé. Il reste maintenant les compteurs qui doivent être fournis par la SEG. Certains compteurs sont déjà en train d'être posés, soit les compteurs qui existaient, on les déplace, soit de nouveaux compteurs. Et nous considérons, nous, que nous avons terminé notre travail une fois que le Gabonais a son compteur branché. Mais si on tient compte uniquement des lignes qui ont été tirées, nous avons fini dans le Grand Libreville. Il reste quelques travaux au niveau de Bambouchine. Vous pouvez amener vos caméras, vous verrez que c'est réel. Et donc, ces extensions qui ont été faites dans le Grand Libreville, il en a également été fait au niveau du Wolentem, au niveau du Moinogoué, au niveau du Haut-Ogoué. Et là également, on a terminé les travaux. Ils ont été livrés et réceptionnés. Il reste les compteurs à placer et la SE est en train de s'organiser pour placer les compteurs aux habitants. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes à Libreville qui n'ont pas vu de l'eau sortir du robinet depuis plus d'1 an? Je parle de dragage, par exemple. Est-ce que vous le savez, monsieur le ministre d'État? La réalité qui est la vôtre est de trouver les voies et moyens pour régler des problèmes. Vous savez qu'il n'y a aucun quartier Libreville que j'ignore, madame. Je visite les quartiers Libreville. D'accord. Dragage n'a pas d'eau depuis 1 an. Je connais ces réalités. Je suis en discussion régulière avec des compatriotes qui m'écrivent, à qui on répond. Et nous disons à ceux de dragage, nous sommes en train de travailler. Et aujourd'hui, au niveau du Carrefour GP, au niveau de la nouvelle cité, au niveau de dragage, il y a des travaux en cours. Une fois que ces travaux seront terminés, tout le monde aura l'eau dans ces quartiers-là. Nous avons commencé par remplacer les canalisations. Nous avons construit au niveau du PK5 un grand suppresseur dont l'ouvrage maçonné est terminé. Les pompes vont être transférées sur Libreville d'ici à la fin du mois de novembre. Et une fois que les pompes sont là, on les installe. Peut-être d'ici fin décembre ou début février au plus tard, on aura déjà réglé une grande partie de ce problème-là. Et qui va alimenter le suppresseur? Le suppresseur sera alimenté par l'eau qui arrive d'un Ntoum. De quel Ntoum? Parce que Ntoum 7, vous dites, fait l'objet d'un partenariat public-privé. Non, il y a des Ntoum jusqu'à Ntoum 6 aujourd'hui. D'accord, qui sont fonctionnels. Voilà, après Sim Gabon 1, Sim Gabon 2, tout cela injecte de l'eau vers Libreville. Malheureusement, je vous l'ai indiqué, soit effectivement on n'a plus de château d'eau qui fonctionne, soit il y a eu des fuites importantes dans les canalisations, et il y a l'ouvrage qui est au niveau de la cité de la Caisse, ce réservoir de 10 000 mètres cubes qu'on va mettre en fonction et qui permettra, avec le suppresseur,
d'alimenter tout Zengayon, Charbonnage, une grande partie de Libreville Nord. Des gens ont reçu des témoignages réels de Gabonais qui nous disent nous, ça faisait déjà 1 an qu'on n'avait pas d'eau, maintenant on a de l'eau, que les travaux ont commencé. Il y a aussi les efforts qui sont faits par la SEG. Et donc, c'est progressivement qu'on va régler ce problème et nous espérons que d'ici à la fin du mois, plutôt à la fin de l'année 2023, tous ces problèmes seront réglés dans le grand Que dire des coupures d'électricité? Là aussi, il y a des choses qui sont faites à court terme. Sur la question de l'électricité, il y a encore quelques coupures, mais beaucoup moins qu'il y a 2 ans, beaucoup moins qu'il y a 1 an. On vous le concède, mais qu'est-ce qui est Et là, fait? nous sommes en train de travailler précisément pour 3 éléments. Premièrement, accroître les capacités de production. J'insiste là-dessus. Deuxièmement, améliorer notre système de distribution. Et là, on a accompagné la SEG qui a emprunté auprès d'une banque locale, elle-même la SEG, auprès d'une banque locale sans garantie de l'État, pour pouvoir rénover un certain nombre d'installations, notamment dans la distribution. Ça prendra un peu de temps également, mais les travaux ont commencé sur ces différents postes importants pour que, effectivement, nous n'ayons plus ces difficultés-là qu'on a connues il y a 2 ans. Lorsque on parle de ces éléments, madame, il faut savoir que dans ce domaine-là, il y a l'anticipation qu'il faut avoir, mais il y a surtout la nécessité d'avoir une maintenance accrue, une surveillance des installations. Surtout. Et si on n'arrive pas à faire les grandes maintenances aux dates échues, malheureusement, on s'expose à des risques d'effondrement des réseaux. Et pourquoi ne peut-on pas le faire aux dates échues? Pourquoi? Parce qu'il y a parfois des problèmes de ressources, madame. Lorsque vous construisez, vous mettez en place un projet, vous ne veillez pas au lendemain. Vous pensez aujourd'hui et pas demain. Ça, c'est des questions auxquelles nous répondons en tant que gouvernement, mais sans être gestionnaire direct de la SEG. C'est pour ça que, entre la concession de services publics que l'on fait à la SEG, qui est une SA avec un conseil d'administration, qui a une gestion autonome, et ce que nous avons, nous, comme tutelle, pour assurer que ce service est fait convenablement, il y a une marge. C'est-à-dire, moi, je réponds en tant que ministre, parce que c'est un dossier que je suis au quotidien, mais sur la réalité de la gestion de l'entreprise. Il faut se rapprocher de la SEG. Je vous remercie. Voilà. Alors, le 22 septembre 2022, le ministre que vous êtes avait procédé à la visite des chantiers du projet d'accès aux services de base en milieu rural, du programme intégré pour l'alimentation. Vous en avez brièvement parlé en eau potable et l'assainissement de Libreville. Libreville, en 2013, devait être... au fur et à mesure que les choses avançaient, devait être revisité. Je parle d'installation. Libreville devait être repensée. La fourniture en eau et en électricité devait être repensée. Mais force est de constater qu'en 2022, nous soyons encore à visiter des chantiers et pas être directement à l'existence. C'est-à-dire que nous avons fait des projets et ces projets ont abouti. Les populations sont aujourd'hui les premières bénéficiaires. Qu'est-ce que l'on retient de cette visite de chantier, monsieur le ministre d'État? D'abord, madame, entre 2013 que vous évoquez et maintenant, l'État a mis en service avec la SEG au moins 3 ouvrages importants. Il y a eu Sim Gabon 1 qui a été mis en service. Il y a eu Sim Gabon 2 qui a été mis en service par le chef de l'État, c'était en avril 2021. Et il y a des forages industriels qui ont été réalisés et qui sont aujourd'hui mis en service pour apporter de l'eau aux populations. Donc, Ils sont fonctionnels? Absolument. Et cela a été réalisé. D'accord. Mais il est vrai que nous aurions dû aller beaucoup plus loin. Quand vous évoquez 2013, c'est là qu'on lançait Ntoum 7, malheureusement qui n'a pas été réalisé, malgré les sommes qui ont été investies. Ça fait partie des éléments sur lesquels nous avons travaillé pour annuler des contentieux et travailler sur une nouvelle concession qui a été signée également pour que nous puissions enfin développer Ntoum 7 qui apportera dans le Grand Libreville 140 000 mètres d'eau supplémentaires par jour. Ça verra le jour, ça, parce que Ntoum 7, on en parle depuis 2013 quand même. Oui, madame, ça verra le jour. D'accord. On reviendra pour en parler. Vous savez, madame, dites-moi. Le tunnel sous la Manche, on en a parlé pendant des décennies avant qu'il finisse par voir le jour. D'accord. Nous sommes à Ntoum 7, pour une population de 2 millions d'habitants. Nous sommes toujours incapables de produire quelque chose qui permettra à ces populations... Non, madame, ne dites pas que nous sommes incapables. Si vous le dites, c'est que les Gabonais n'ont pas accès à l'eau. Non, je ne dis pas que les Gabonais n'ont pas accès à l'eau, monsieur le ministre d'État. La réalité, elle est là. C'est que Ntoum 7, on en a parlé. On s'est rencontrés à plusieurs reprises au cours d'émissions et on est revenu. Mais moi, je ne vous ai pas dit que j'allais réaliser Ntoum 7 en un an. Non, ce n'est pas ce que je vous ai dit. Je ne vous prête aucun propos. Je dis simplement que je pose une question, est-ce que ce Ntoum 7 verra finalement le jour? Madame, nous travaillons pour qu'il voit le jour. Très bien. Nous y travaillons. C'est pour cela que tous les jours,
avec la SEG, avec la société de projet, avec les équipes du ministère, il y a des discussions pour accompagner l'opérateur Très bien. afin que Ntoum 7 soit effectivement réalisé. Mais à côté de Ntoum 7, il y a la SEG qui a engagé le projet Mbomo, toujours sur la route entre Ntoum et Kokobich, sur une rivière qu'on appelle Mbomo, là aussi, pour aller rechercher à peu près 36 à 38 000 mètres d'eau cube Parce que supplémentaires l'Anzémé a par jour. montré ses limites? Parce que l'Anzémé est surchargé D'accord. et qu'il faut maintenant aller chercher sur d'autres rivières qui ont quasiment les mêmes capacités que l'Anzémé. Mais avec toutes les populations qui habitent autour, est-ce qu'on ne craint pas des risques de pollution d'eau parce que ces populations utilisent cette eau-là pour les besoins quotidiens? Il y a des périmètres de sécurité qui Très ont bien. été identifiés, mais c'est de l'eau qui est ensuite traitée naturellement. D'accord. Nous allons nous séparer pour cette première partie et revenir dans la seconde partie pour parler de cet échange d'électricité, comme le disent les Gabonais, sur les réseaux sociaux entre la Guinée équatoriale et le Gabon. Quels sont les tenants, les aboutissants, qui fait quoi, à quel moment dans la vie des pays concernés, Monsieur le ministre d'État. Nous marquons cette courte pause, l'entretien de Gabon 24 qui reçoit Monsieur Alain-Claude Bilibizé, ministre d'État en charge des ressources hydrauliques et de l'énergie, revient dans un petit moment. Bienvenue dans la seconde partie de cet entretien. Une seconde partie qui sera consacrée aux perspectives à court, moyen et long terme, mais pas seulement, puisqu'il est question également d'évoquer au cours de cette seconde partie cet échange d'électricité ou d'eau, sait-on jamais, entre la Guinée équatoriale et le Gabon. Monsieur le ministre d'État, vous êtes toujours avec nous et l'on entend énormément de choses. J'allais enfoncer une porte ouverte et des non-dits, des choses qui sont parfois pas vraies entre la Guinée équatoriale, pays frère, et le Gabon. Qu'est-ce qui se passe réellement? Qui fournit de l'électricité à qui, quand et comment? Madame, je vous remercie pour cette question qui nous permet d'éclairer l'opinion. Nous sommes membres de la CEAC. Le Gabon est non seulement État fondateur de la CEAC, le Gabon est État de siège. Et la CEAC est l'organe de l'Afrique centrale qui promeut l'intégration sous-régionale, comme la CEDEAO le fait en Afrique de l'Ouest. La question de l'interconnexion fait partie des missions de la CEAC à travers un organisme spécialisé qui est le Pôle énergie d'Afrique centrale et qui est basé à Brazzaville au Congo. En 2003, les États se sont réunis et ont décidé de réaliser l'interconnexion des pays d'Afrique centrale. En même temps que le Gabon négocie avec la Guinée équatoriale, il le fait avec le Cameroun, il le fait avec le Congo. Le Cameroun, à son tour, négocie avec le Tchad, avec le Congo, pour qu'il y ait entre nous un certain nombre d'infrastructures en partage. On a déjà la question des infrastructures routières. Peut-être que certains ne le savent pas, mais on a déjà en partage également l'infrastructure numérique qu'on a réalisée, l'interconnexion numérique entre le Gabon, le Congo, la Guinée équatoriale, le Cameroun. D'accord. Et dans le même temps, il est question de réaliser une interconnexion des infrastructures énergétiques. Pour pouvoir faire quoi, madame? Faire en sorte qu'on puisse transporter l'énergie, importer ou exporter l'énergie. Parce que dans notre mix énergétique gabonais, il y a des zones, je l'ai indiqué, où l'énergie coûte très cher, alors que le pays voisin a une production énergétique qui est moins chère. À ce moment-là, nous pouvons importer l'énergie lorsqu'on en a besoin, et lorsque eux ils sont dans le besoin, on leur exporte également l'énergie. Vous exportez quoi? Vous n'en avez pas assez? Mais madame, lorsque demain nous allons réaliser, c'est ça le problème. Il faut se situer dans les perspectives. Très bien. L'interconnexion, c'est précisément pour que lorsqu'on n'en a pas, on en importe, et lorsqu'on en a suffisamment, on en exporte. D'accord. J'ai pris tantôt la région du Haut-Ogooué, où nous avons des capacités suffisantes installées. Le Congo, à côté, a besoin d'énergie. Si nous avions réalisé l'interconnexion, on leur vendrait l'énergie, etc. Lorsqu'on vit aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, le pôle énergétique d'Afrique de l'Ouest est basé à Cotonou, au Bénin, où il y a un marché énergétique qui se développe entre la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina, la Guinée. C'est la même chose que nous tentons de réaliser en Afrique centrale. L'intégration a des exigences, c'est-à-dire que vous ne pourrez plus aujourd'hui vivre en vase clos. L'énergie produite dans le Rolentém à partir des sources thermiques gazole
coûte entre 250 et 280 francs le kilowattheure. L'énergie importée de Guinée équatoriale coûtera moins de 100 francs le kilowattheure. Vous voyez le rapport qu'il va y avoir. Qualité-prix. D'une part, nous sortons d'une énergie thermique pour importer une énergie hydroélectrique, mais d'autre part, elle sera moins chère et aussi bien pour les ménages que pour les industries. Mais lorsqu'on aura développé FEDE, on pourra exporter vers le Cameroun ou la Guinée équatoriale parce que lorsque nous, ici, on a une saison des pluies, où on a de l'eau en abondance, où on produit également beaucoup, eux, ils sont peut-être en étiage, où il faut donc leur exporter l'énergie. Et donc, c'est un travail qui a été mené par les États sur plusieurs années de discussion pour parvenir à identifier les échanges qu'il peut y avoir. Donc, je comprends parfois l'émotion de certains, mais c'est une question d'intégration sous-régionale. Et il faut que le Gabon, qui est l'état de siège, aille également vers cette intégration avec une question de partage d'énergie dans la question de l'interconnexion entre les États. Monsieur le ministre d'État, nous sommes dans les perspectives. Nous ne sommes pas dans l'immédiat. Est-ce qu'en ce moment, c'est la question que se posent les Gabonais, est-ce qu'il y a déjà échange d'électricité? Il n'y a pas encore échange d'électricité. Si vous avez répondu de la façon la plus plausible, sauf que les Gabonais s'interrogent, nous n'avons pas encore assez d'électricité. Pourquoi on va donner aux pays voisins? Vous parlez d'intégration, c'est à long terme. Mais à court terme, la question c'est... Mais l'intégration n'est pas à long terme, madame. Non. À court terme, est-ce que le Gabon a commencé à exporter de l'électricité et à importer de l'électricité de la Guinée équatoriale? La question est posée. Et la réponse est non. D'accord. Mais le Gabon a réalisé des lignes électriques qui sont aujourd'hui à la frontière entre le Gabon et la Guinée équatoriale, par Bitam. Vous comprenez ce que je veux dire? Et entre le Gabon et le Cameroun. Ces lignes qui ont été réalisées, c'est bien pour exporter ou importer l'énergie. Lorsque vous parlez de perspective, je rappelle que FEDE, le temps de travaux, c'est 3 ans. C'est 3 ans. Donc, 2025. s'il y a un glissement, on va à 2026. Mais c'est 3 ans. Donc, dans 3 ans, nous serons en capacité, dans le nord, de produire de l'énergie pour l'ensemble de la région nord du Gabon, mais pour en exporter également. L'énergie ne se stocke pas. La région du nord, aujourd'hui, est l'une des régions où l'énergie coûte extrêmement cher. Nous sommes dans un cadre d'intégration sous-régionale, où nous importons chaque jour de la banane du Cameroun, des oignons du Cameroun, des tomates du Cameroun pour le marché gabonais à consommation gabonaise. Et ce que nous pouvons exporter également, nous l'exportons. On exporte aujourd'hui de l'huile raffinée au Cameroun. Donc ça veut dire que ces échanges existent. De même, demain, les échanges d'énergie, une fois que nous sommes interconnectés, on pourra échanger l'énergie. Vous savez, même les pays en guerre échangent entre eux l'énergie ou l'eau. Même les pays en guerre, même les pays en crise. Nous ne sommes pas des pays en guerre aujourd'hui. Mais nous ne pouvons plus continuer à penser que chaque pays va avoir ses propres capacités. D'abord parce que ça coûtera très cher aux États, alors que le voisin a des capacités en abondance, n'est pas à même de tous les consommer. Il faut donc pouvoir réfléchir à cette question de l'intégration. Et le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, qui a reçu le mandat de chef d'État d'Afrique centrale pour réformer la CEAC, a mené à bien cette réforme de la CEAC. Il faut maintenant qu'on aille vers la réalisation, la concrétisation de cette intégration sur-régionale, chacun dans le domaine qui est le sien. Tout à fait. J'ai évoqué tantôt l'économie numérique. Il faut savoir qu'avant cette interconnexion entre les États, si vous aviez une coupure du câble au Gabon, vous ne pouvez plus communiquer. Aujourd'hui, s'il y a une coupure de câble au Gabon, les opérateurs sont connectés directement sur le câble au Cameroun ou en Guinée équatoriale ou au Congo et on ne ressent plus la coupure. Ce sera pareil pour l'énergie. Aujourd'hui, en Europe, lorsqu'il y a un problème en France, on ne le ressent quasiment pas parce qu'on importe l'énergie d'Allemagne ou d'Espagne ou du Portugal. D'accord. La France exporte de l'énergie vers le Royaume-Uni malgré la Manche qui les sépare. Et donc, nous sommes capables aujourd'hui également d'aller vers cette intégration qui a déjà lieu en Afrique. En Afrique de l'Ouest, c'est déjà le cas. Et donc, nous souhaitons le faire également en Afrique centrale. C'est très bien. Il n'y a en cela aucune faiblesse. Très bien. Il n'y a en cela aucune fragilité. Au contraire. C'est un échange. Très bien. Voilà. Seulement, comme dit un adage du Gabon, un adage très connu que vous connaissez d'ailleurs, avant de balayer chez autrui, balaye chez toi. Est-ce qu'avec la présence de FEDE, on parviendra déjà à couvrir le territoire national avant d'exporter ce que nous produisons? Lorsque vous êtes sur FEDE à Minzik,
Si vous tirez une ligne pour arriver à la frontière Gabon-Guinée équatoriale, il sera plus simple que de tirer une ligne pour partir de Minzik pour Mayumba. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Et donc, le marché pour FEDE sera plus vers le nord et vers Libreville. C'est stratégique. C'est stratégique, madame. C'est stratégique. Et dans cette question d'intégration, il faut savoir également que le pôle énergétique d'Afrique centrale, avec les financements de la CEMAC, accompagne l'État gabonais dans des études concernant plutôt Tienguele-Lidi et Boué, qui sont les plus gros potentiels qu'on a aujourd'hui, entre 400 et 600, si on additionne les deux. Ça veut dire que toute cette puissance, lorsqu'il faudra la développer, nous ne serons pas en capacité de la consommer au niveau national. D'accord. Il faut donc pouvoir exporter ces capacités-là. Pour renflouer les caisses aussi. Et donc, cette infrastructure qu'on bâtit, c'est aussi pour demain. Lorsque demain, on pourra produire suffisamment pour l'exportation, ce n'est pas à ce moment-là qu'on va chercher les lignes électriques pour exporter. Il faut déjà les bâtir pour que demain, on puisse exporter. Et pendant ce temps, il y aura d'autres centrales qui vont alimenter le Gabon. Absolument, madame. D'accord. Absolument. Et il n'y aura plus de coupure ni à Ntchengue, ni à Mandorové. Mais attention, lorsque nous avons cette interconnexion, nous n'avons pas dit que le Gabon ne va pas développer ses propres capacités. C'est ça, c'est la question. Le Gabon va continuer à développer ses capacités pour le marché local, très bien, mais aussi pour l'exportation vers les pays voisins. Moi, je reviens quand même sur toutes ces nouvelles infrastructures. C'est à long terme, encore une fois. C'est vrai que ce sera bénéfique parce que nous pensons à demain, mais la vétusté des infrastructures actuelles, est-ce que le gouvernement pense à tout ce qui existe et qui mériterait un coup de neuf pour permettre d'assurer quand même les arrières avant la mise sur le marché ou peut-être la matérialisation de ce qui est à venir? Mais tout n'est pas si vieux que cela, madame. Je ne dis pas tout, monsieur le ministre d'État. Non, je vais répondre à votre question. Oui, répondez, mais le gouvernement je ne dis pas ça. Le gouvernement y pense, c'est pour cela que nous avons aujourd'hui des infrastructures qui ont moins de 15 ans. Si vous prenez Grand Poubara, Grand Poubara a moins de 15 ans, c'est 2010. Si vous prenez Alena Kiri ou Cap Lopez, c'est 2013-2014. Est-ce que vous avez été à Alena Kiri récemment? Oui, bien sûr que j'ai été à Alena Kiri. Vous avez vu que ce n'est pas très bien entretenu? Laquelle est centrale? D'Alena Kiri, justement. Je ne sais pas s'il y en a deux. Celle que j'ai visitée, c'est celle où il y a la petite route un peu... Bon, mais écoutez, j'irai voir la semaine prochaine. S'il vous plaît. La dernière fois que j'y étais, elle était plutôt bien entretenue. Si entre-temps il y a un problème, j'irai voir la semaine prochaine. Il n'y a pas qu'Alena Kiri, je parle de l'ensemble, de l'existant. Est-ce qu'il y a des mécanismes mis en place pour que cela ne cède pas avant la mise Nous avons, dans la convention signée avec la SEG, très bien, mis en place une exigence de qualité avec un cahier de charge précis sur la nécessité d'entretenir les ouvrages. Et il existe aujourd'hui un organe spécifique qui est l'agent de régulation du secteur eau et énergie, dont la mission est précisément de veiller à ce que l'opérateur à qui on confie une mission l'exécute selon les règles de l'art et selon les termes de la convention. Et donc, la SEG aujourd'hui a été contrainte de mettre de côté des ressources suffisantes pour renouveler ses outils de production, mais aussi pour les entretenir, ce qui n'était pas toujours le cas hier. Et donc, il y a un certain nombre d'exigences qui sont en place aujourd'hui et qui feront en réalité que si tout est suivi, madame, si tout est suivi, j'apprécie. Nous ne devrions plus avoir les mêmes difficultés. Tout est toujours question d'hommes. Parfois, les textes sont bien écrits. Parfois, la réserve existe. C'est l'exécutant. Mais ça, madame, nous ne pouvons pas être aux commandes de tout. La responsabilité de l'État est précisément de s'assurer que le cadre est posé, que les acteurs sont en place et revenons aux acteurs de jouer leur rôle. Et c'est parce que l'État ne se limite qu'à ça qu'on est toujours en train de recommencer. Une Toumset en 2013, nous sommes encore avec vous, monsieur le ministre, par ailleurs porte-parole du gouvernement, toujours en train de reprendre les mêmes travaux, de reprendre les mêmes projets. Donc, est-ce qu'il n'y a pas là la nécessité finalement de mettre le gendarme par excellence qui permettra au Gabon de voir les projets mis en place par le gouvernement arriver à leur terme? Ce gendarme dans le domaine de l'énergie, je viens de l'indiquer, c'est l'agent de régulation du secteur eau-énergie. Ce gendarme, c'est la justice. Si les projets ne vont pas à terme parce qu'il y a eu des malversations, des détournements, il y a la justice qui agit et qui fait en sorte qu'aujourd'hui, il y a des compatriotes qui ont été malheureusement convaincus d'un certain nombre de dysfonctionnements et qui en répondent devant les tribunaux. Mais ce que j'indiquais, c'est que le cadre est posé.
Une fois que le cadre est posé, l'État peut maintenant agir en contrôle. On ne peut pas contrôler s'il n'y a pas un cadre. Tout à fait. Donc, on fixe le cadre et l'État agit en contrôle. D'accord. L'État étant représenté par des personnes physiques qui ont leurs forces et leurs faiblesses. Alain-Claude Bilibizé, il est ministre gabonais, ministre d'État en charge de l'énergie et des ressources hydrauliques. Est-ce que, monsieur le ministre d'État, on peut dire que la politique en matière d'énergie au Gabon répond à ce que moi j'appelle l'approche par la demande? Malheureusement, nous avons tellement fonctionné sur cette question de demande qu'on n'a pas été dans l'anticipation. Précisément parce que l'opérateur avait le curseur sur la demande. Et il était surpris par l'explosion de la demande. Lorsque la zone nord de Libreville s'est développée, l'opérateur s'est retrouvé totalement surpris parce que ça allait très vite. Lorsque la zone de Ntchengue que vous évoquez s'est développée, là aussi l'opérateur a été surpris. Et donc, il s'agit en réalité de travailler en synergie avec tous les départements ministériels concernés par la question de l'habitat et de l'installation des Gabonais, pour que des projets immobiliers ne soient pas imaginés et mis en œuvre sans que le ministère en charge des ressources hydrauliques et de l'énergie soit impliqué. Impliqué pour anticiper, Tout à fait. impliqué pour apporter des solutions, impliqué pour accroître ses capacités également, parce que si je suis en sous-capacité, vous avez beau construire les immeubles, je ne pourrai pas fournir l'énergie. Et donc, cette synergie est indispensable entre les départements ministériels, et c'est ce qui est en cours aujourd'hui. Là, nous travaillons pour que chaque fois qu'il y a un projet de développement, les ministères concernés se retrouvent pour dégager chacun sa responsabilité. Lorsqu'aujourd'hui on travaille sur la transgabonaise, avant d'amorcer les travaux sur la transgabonaise, on s'est assis. Le ministère des Ressources hydrauliques, le ministère de la Communication, le ministère des TP, parce qu'il fallait déplacer les réseaux, il fallait anticiper également et pouvoir profiter de ces travaux qui sont faits pour réorganiser notre propre système de distribution. Et lorsqu'on fait la nationale aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement, la SG a déplacé ses poteaux, le Gabon Télécom a déplacé les siens pour que la route puisse se faire convenablement. C'est ce travail d'anticipation qui est essentiel. Et il faut continuer à le faire pour que nous ne soyons plus à courir derrière la demande, mais à l'anticiper sur des plans de développement intégrés. C'est joliment dit. Est-ce qu'aujourd'hui, monsieur le ministre d'État, le Gabonais peut se lever le matin et espérer qu'à l'horizon tant d'années, il pourra recevoir, ouvrir son robinet et remplir son seau, son récipient tranquillement? Ça, c'est la question pour refermer cette seconde partie avant d'aborder la question du code, puisque vous avez parlé d'un cadre. Nous allons évoquer ce code. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pouvez, regardant les Gabonais dans les yeux, leur dire « Oui, il y a des projets qui existent. Oui, nous ne sommes plus dans la démonstration, mais dans le réel, et que nous pensons à ce que vous puissiez ouvrir le robinet et recueillir de l'eau. » Madame, si le Gabonais qui se promène dans Libreville ne voit pas les travaux, c'est que nous avons un double problème. Si le Gabonais ne voit pas que ce qu'il est en train de faire, c'est pour lui, c'est que nous avons un double problème. Oui, madame, les Gabonais, dans 3 ans, sur le Grand Libreville, auront l'eau au robinet. Les Gabonais, dans la plupart des provinces de notre pays, vont avoir l'eau au robinet si les travaux se poursuivent tels qu'on le fait. Mais je le dis en responsabilité. Tout à fait. Je n'annonce pas de date pour une raison simple. C'est qu'il peut y avoir des glissements sur les dates. Mais ce que j'indique, c'est que les travaux qui sont engagés dans le Grand Libreville vont aller à leur terme, sauf imprévu, et cet imprévu sera signalé. Ce que j'indique également, c'est que ce qu'on a engagé dans le cadre du PASMIR ira à terme, et nous travaillons avec le gouvernement et la Banque mondiale pour un PASMIR 2 qui ira jusqu'à l'intérieur du pays, dans les chefs-lieux de département et dans les chefs-lieux de district. Ce que nous faisons, c'est trouver des solutions efficaces, efficientes, pour apporter l'eau et l'énergie aux ménages. Nous avons travaillé avec le ministère de l'Industrie, où là aussi les besoins importants en énergie se posent. Les industries en ont besoin. Il faut donc une énergie qui soit propre, qui soit compétitive, qui soit abondante et qui soit accessible. Et nous y travaillons. D'accord. Est-ce que vous savez que les Gabonais voient les travaux, sauf qu'à la fin de la course, il n'y a toujours pas d'électricité et d'eau Nous ne sommes pas encore à la fin de la course, madame. Mais bon, il y a eu avant vous des personnes qui l'ont dit, parlons de l'actuel et de l'existant. Oui, il y a des choses qui sont faites et on vous le concède. Parlons du code. Il y a un code, nouveau code dans le domaine de l'eau et de l'énergie. Pourquoi un code? À quoi sert-il? À qui il est destiné? Et qui sera le gendarme? Parce que tout est question de suivi après. Le gendarme sera l'agent de régulation du secteur eau-énergie, d'une part. D'autre part, le ministère en charge de l'eau et de l'énergie. 2 gendarmes. Ces codes ont pour vocation à organiser les secteurs. Nous avons 2 secteurs distincts, l'eau, l'électricité.
Et depuis 62 ans maintenant, dans notre pays, il n'y a pas eu une loi spécifique à ces secteurs-là pour organiser la production, le transport et la distribution. Jusqu'à présent, c'est quasiment la convention avec la SEG et son règlement de service qui faisait office de référent juridique. Il s'agit maintenant d'avoir des codes spécifiques pour que tout opérateur qui arrive au Gabon sache qu'au Gabon, voici comment la production est organisée. Si je veux m'installer au Gabon, quel est le cadre juridique, quelle est la nature juridique de mon entreprise? Est-ce que je vais être sous le régime de la convention? Est-ce que je vais être sous le régime de l'autorisation, sous le régime de la licence, sous le régime de la liberté? Je prends un exemple simple. Dites-moi. Du fait aujourd'hui que nous ne parvenons pas à fournir de l'eau en quantité suffisante aux ménages du Grand Libreville, une activité s'est développée, c'est la vente d'eau en cubiténaire. Chacun voit des camions de cubiténaire qui circulent. Alors que la SG vend le mètre cube d'eau à peu près à 480 francs CFA, eux, ils vendent le mètre cube entre 20 000, 30 000, voire 45 000 selon les périodes. Mais nous ne pouvons pas aujourd'hui laisser ce commerce se poursuivre sans le réglementer. D'où un code spécifique à l'eau. Dans quelles conditions on peut vendre l'eau en cubiténaire? Comment cette eau est-elle analysée? Comment est-elle stockée pour protéger les Gabonaises et les Gabonais face, en réalité... Quand est-ce que ce sera fait, ça, cette surveillance? C'est déjà en cours? Mais une fois que le Parlement a adopté les lois et que le président de la République les a promulguées, nous allons tout de suite les mettre en application. Et donc cet ensemble-là, tous ces vides doivent être comblés. Si aujourd'hui, vous êtes un citoyen et que vous avez la capacité de faire un forage dans votre concession pour votre consommation personnelle, dans votre autoconsommation, et que votre forage produit assez d'eau pour les voisins. Si vous vendez cette eau aujourd'hui, vous êtes dans l'illégalité, parce que cela ne peut pas se faire. À travers le code, on va permettre que l'auto-consommateur ait la capacité de vendre sa production à condition que cette production soit naturellement analysée, validée par les pouvoirs publics pour que les voisins puissent avoir également accès à l'eau que vous produisez chez vous. Donc cet ensemble de choses tiennent compte de l'existant. L'existant aujourd'hui, c'est que beaucoup de Gabonais ont réalisé des forages. Mais l'État aussi. Lorsque l'État réalise un forage, c'est normal. C'est Mais public, si vous faites un forage dans votre concession, c'est privé. D'accord. Mais si autour de vous, personne n'a de l'eau, vous allez être autorisé à pouvoir distribuer l'eau autour de vous, la vendre éventuellement. Ce sera inscrit dans le code? Absolument. D'accord. Mais Absolument. parlons des forages réalisés par l'État, où en sommes-nous? Est-ce qu'il existe quand même suffisamment de forages pour pallier le manque d'eau dans le Grand Libreville déjà et dans les provinces? On ne pourra pas pallier le manque d'eau dans le Grand Libreville par les forages. Les forages industriels viennent s'ajouter à la pollution qui existe. Mais les forages individuels dans les maisons ne seront pas suffisants pour pallier le manque d'eau. Par contre, au niveau des villages, oui, il faut continuer à faire des forages, il faut continuer à entretenir ce qui existe et régulièrement... Qui doit continuer? C'est l'État qui le fait. D'accord. Dans les villages? Oui, dans le programme des projets prioritaires du gouvernement, il y a des programmes pour la réhabilitation des forages. Dans les programmes lancés par le chef de l'État, il y a eu des programmes de création de forages et le ministère de l'Énergie fait des réceptions de ces forages-là dans le Rolontem, dans l'estuaire, dans le Haut-Ogooué. Par le passé ou au présent? Là actuellement, oui. Ça Il y a fonctionne. il y a des forages qui sont en réception, qui fonctionnent. Et il y en a qu'on a visités qui ne fonctionnent pas parce qu'il y a un problème de nappe phréatique. Il faut les reprendre pour aller plus loin, trouver la nappe. Ils fonctionnent, madame. Ils fonctionnent. D'accord. Nous sommes quasiment arrivés au terme de cet échange. Pourquoi vous le dites comme ça? Non, parce que je suis On peut rester encore plus longtemps. Oui, si vous voulez, permettez. Vous êtes porte-parole du gouvernement et là, je vais rester sur le pan qui nous intéresse, donc l'eau et l'énergie. Il y a le déplacement de certaines populations pour la voie de contournement de l'aéroport. Est-ce que là, le pan eau et énergie a été étudié de sorte que les personnes qui vont partir s'installer ailleurs soient prises en compte et qu'elles ne manquent pas d'eau ni d'électricité? Si ces personnes s'installent au niveau des lotissements qui ont été prévus, oui, cela sera pris en compte. Si elles s'installent individuellement dans des endroits qui n'ont pas été prévus, malheureusement, je crains qu'on ne soit pas capable d'aller les suivre là où ils vont s'installer. Donc là où l'État a prévu de les installer, oui, il y a des amenés d'eau et d'électricité. D'accord. Il y a également toutes ces zones qui s'inondaient il y a encore quelques temps, où il y avait vraiment un problème de flux d'eau qui n'était pas contrôlé. Il y a eu une première livraison au niveau de Nzengayong, mais là aussi, la route n'est pas très éclairée. Il y a encore ces quartiers qui ne sont pas très éclairés. Qu'est-ce que vous répondez à cela?
Comment on fait pour la suite? Parce qu'il y a d'autres zones comme celle de Nzayon, plein ciel notamment, qui seront livrées certainement à long terme. L'éclairage public, c'est le Conseil national de l'eau et de l'électricité qui est en charge de l'éclairage public sous l'autorité du ministère de l'Énergie. Il y a un programme de poursuite d'installation de lampadaires solaires, il y a un programme de réhabilitation de lampadaires qui a démarré, y compris les grands mâts du Grand Libreville qui aujourd'hui sont en voie de réhabilitation. Nous avons travaillé avec le ministère de l'Intérieur pour identifier les zones de Libreville qui sont criminogènes, qui sont aussi accidentogènes, comme certains grands axes à grande circulation, pour réhabiliter progressivement l'éclairage public. C'est en cours, madame. C'est en cours. Aussi bien à Libreville qu'à l'intérieur du pays, les travaux sont en cours avec le CNE et les mairies de Port-Gentil, de Mouila. Là où Mouila, d'ailleurs, a innové, c'est que le maire de Mouila, qui est actuel ministre, M. Diramba, avait réussi à inscrire au niveau du conseil municipal une délibération pour programmer des extensions des réseaux d'eau et d'électricité. C'est une première, parce que les mairies, en général, ne le font pas. C'est la première fois, à ma connaissance en tout cas, que cela a été fait et c'est à encourager. D'accord. À court, moyen et long terme, dans le secteur qui est le vôtre, qu'est-ce que l'on retient à la fin de cet échange? Et ensuite, vous aurez un message à adresser à vos compatriotes qui vous regardent et qui sont un peu fatigués de s'éclairer, pour certains, à la lampe tempête. Ce que nous pouvons retenir, c'est qu'il y a des projets, il y a des travaux en cours. On est dans l'immédiat. Ces travaux en cours vont être livrés progressivement. Une fois terminés, réceptionnés, vérifiés, on livre aux populations l'eau et l'énergie. À moyen terme, nous avons lancé un certain nombre de conventions pour la production de l'électricité et de l'eau. Ces conventions, c'est entre 3 et 4 ans pour ce qui est de Kingué-Laval, pour ce qui est de FEDE, de Impératrice. Donc, entre 2025 et 2026, nous devrions avoir les premières phases effectivement mises en exploitation. À long terme, c'est le maillage territorial, faire en sorte qu'effectivement toutes les zones de production d'énergie soient reliées aux zones de consommation par des mécanismes de transmission d'énergie et donc de transport d'énergie, avec la possibilité effectivement de confier à des opérateurs la construction des lignes pour que effectivement dans les 30 prochaines années, nous serons à l'abri des difficultés que nous connaissons aujourd'hui. La perspective est à 30 ans. Nous ne serons plus à l'abri des difficultés que nous connaissons aujourd'hui. Madame, sur ce sujet d'énergie et eau, il y a une demande qui est forte. Et l'État a l'obligation d'apporter des réponses aux Gabonaises et aux Gabonais. Et c'est ce à quoi nous attelons. Nous nous y attelons en tant que gouvernement sur ressources propres. Nous nous y attelons en tant que gouvernement par des ressources d'emprunt. Mais dans tous les cas, l'objectif est le même, apporter l'eau et l'électricité aux ménages et aux industries. Vous appuyez aussi sur les partenariats public-privé pour vous accompagner. Et merci donc, les Gabonais vous disent merci, en espérant que vous ne... d'ici à 30 ans, hein, ça s'appelle anticipation, c'est le maître mot de cet échange, monsieur le ministre d'État. Nous serons en vie d'ici à 30 ans, madame. On anticipe vos besoins, on ne fonctionne plus à la demande parce que la demande explose à tout moment. Merci beaucoup. Eau et électricité, au-delà des réformes à quand l'accès pour tous au Gabon, le gouvernement, par la voix du ministre d'État en charge de l'énergie et des ressources hydrauliques, dit ce sera fait, c'est en cours et ce sera donc pour bientôt, mais il faut anticiper parce que demain ne nous appartient pas et demain arrive avec son lot d'imprévus. On retient cela. On retient également qu'il n'y aura plus de province oubliée, que l'eau arrivera au robinet très prochainement. Je vous remercie, madame. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. L'entretien de Gabon 24 se referme. Nous recevions pour rappel monsieur le ministre d'État gabonais en charge de l'énergie et des ressources hydrauliques. Merci de nous avoir suivis. Nos programmes se poursuivent.